Bernadas André, 48 ans, électricien serrurier, conseiller municipal, marié, 2 enfants. Bonin Jean, 39 ans, commerçant en vin, marié, 4 enfants. Cazot René, 18 ans, apprenti tonnelier, célibataire. Chadot René, 47 ans, menuisier, marié, 2 enfants. Dacier Louis, 42 ans, cultivateur, marié. Dave Pierre, 26 ans, piqueteur-dessinateur, marié, un enfant. Dominé Yves, 24 ans, chauffeur, marié, un enfant. Dubourg Jean, 27 ans, ébéniste, marié, 2 enfants. Ducasse Jean, 30 ans, cultivateur, marié, un enfant. Ducout Armand, 70 ans, propriétaire cultivateur, marié, un enfant. Fagé William, 43 ans, employé de préfecture, conseiller municipal, marié. Fuertes Jean, 32 ans, menuisier, marié, 2 enfants. Joffre Michel, 20 ans, militaire en permission, célibataire. Géto Gaston, 35 ans, manœuvre, marié. Guérard Pierre, 24 ans, manutentionnaire à la 3e région aérienne, célibataire. Jouglin René, 57 ans, machiniste de menuiserie, conseiller municipal, marié. Labachette Bernard, 53 ans, machiniste de menuiserie, marié, un enfant. Lapenu Félicien, 53 ans, cantonnier communal, marié. Laquiez Jean, 40 ans, ébéniste, marié, un enfant. Larieux Jacques, 46 ans, employé à la SNCF, adjoint au maire, marié, 2 enfants. Lasseville Jean, 45 ans, menuisier, marié, 2 enfants. Mounière Roger, 33 ans, employé de chez, marié, 2 enfants. No Abel, 59 ans, charpentier, marié, un enfant. Rebérol Marc, 44 ans, instituteur, secrétaire de mairie, marié, 2 enfants. Sadi Christian, 22 ans, cultivateur, célibataire. Simon Anastasio, 42 ans, cultivateur, marié, un enfant. Taris André, 37 ans, cultivateur, marié, 2 enfants. Téchenet Gabriel, 43 ans, cultivateur, marié, 2 enfants. Vaille Ambrodio, 29 ans, ouvrier à la briqueterie, marié, 3 enfants. Ce 20 août 1949, 82 courageux sauveteurs ont laissé leur vie dans ces incendies. Canet-Jean, surtout, a payé un lourd tribut. 29 hommes sont morts au feu, laissant 24 veuves et 34 orphelins. Plus du tiers des familles sont en deuil d'un de leurs proches à des degrés divers. Au cours des 2 plus grandes guerres de l'histoire, Canet-Jean a perdu 10 de ses enfants en l'espace de quelques secondes. Ce jour-là, 3 fois plus sont morts sur le front du feu. Été 1949, il faisait très chaud. Il n'a pas plu depuis des mois. Les étés des années précédentes ont été très secs. Depuis plusieurs jours, le soir, le ciel rougeoie à l'ouest, signe que les incendies ravagent la lande. Le feu progresse et le 20 août 1949, il atteint Cestas. À Canet-Jean comme dans les autres communes alentours, les hommes de tout âge présents sont amenés pour combattre le feu aux côtés des pompiers.
Jean-Francis Saint-Marc raconte. Il était environ entre 13h30 et 14h. Notre petite équipe de copains tapait sa traditionnelle belote à l'ombre de la grange de Monsieur Posy. Notre partie de cartes fut soudain interrompue par l'arrivée à vélo de Monsieur Bernadas, conseiller municipal qui, en termes brefs et fermes, nous fit comprendre que nous avions le devoir, vu notre âge, de participer avec les autres canéjanais plus anciens à la lutte contre le feu qui progressait depuis la veille en direction de Cestas. Le temps de s'équiper pour moi, de chausser une paire de bottes empruntées à mon cousin, et nous partons juchés sur le plateau d'une camionnette en direction de l'incendie sur la route de Bayonne. Certains chantaient, d'autres sifflaient. Sans équipement particulier, munis de seaux, de sulfateuses, de pelles, sans aucune connaissance du feu, ils sont ramassés en début d'après-midi. Combien partent, nul ne le sait. Ils sont déposés aux Puches, à Cestas, dans une grande passe. En ce début d'après-midi, la chaleur est terrible. Il semble que la terre et le ciel brûlent. La chaleur est intense, presque intenable. Tout à coup, le vent se met à virer. Les hommes voient arriver sur eux une tempête de flammes. Les pignes de pin éclatent sous l'effet de la chaleur. Des flamèches se répandent dans tous les sens. Une fumée blanche épaisse commence à asphyxier les hommes qui ne savent plus où aller. Marc Sabrier raconte. Sur le site, ils ont fait un contre-feu pour stopper l'avancée du feu principal. À un moment donné, il y eut comme une tornade, le vent a tourné et envoyé des flamèches de l'autre côté du contre-feu. Tous les gars ont été pris dans une fournaise de flammes et de fumée. Certains ont couru, d'autres se sont aspergés d'eau et se sont recroquevillés dans un grand fossé longeant la passe, face contre terre, et à l'aide de leurs bras et de leurs vareuses se sont confectionnés un petit abri pour respirer. Marc Sabrier raconte. Mon beau-père a essayé de rejoindre la camionnette, mais il n'a pas pu car le feu se déclarait tout autour. Il a alors demandé à des gars de l'asperger d'eau en utilisant une sulfateuse, puis il s'est relevé, il a ramené 2 à 3 gars qui s'en étaient sortis comme lui. Tous les autres avaient péri. Arlette Gibiel raconte. Vers 15h, quand le feu est arrivé sur les sauveteurs, en pleine tourmente, tous les copains de Canéjan qui étaient avec mon mari ont couru devant lui en criant « Charles, viens, viens avec nous !» Il ne les a pas écoutés et leur a répondu « Arrêtez, vous êtes fous de courir devant le feu, couchez-vous, couchez-vous !» Le feu arrivant sur lui, il s'est couché au fond d'un fossé, la chaleur était terrible et l'empêchait de bouger. Il attendit de longues heures avant de se traîner jusqu'à la route nationale, très gravement brûlée au 3e degré. Ses bottes de caoutchouc avaient fondu sur ses pieds. Là, il trouve la camionnette du marchand de vin de la Housse avec son propriétaire, monsieur Bonin, mort asphyxié tout près. Après s'être aspergé de vin, contenu dans une barrique et destiné au sauveteur, il a pris le volant et s'est retrouvé au bar où le vétérinaire l'a secouru. Le journal du Sud-Ouest titrait à la une. Canéjan l'a désolé. Le village des œuvres ont des orphelins. Canéjan l'a désolé a perdu 29 hommes et n'a pas perdu un seul arbre. Le cantonnier, le serrurier, l'instituteur, le menuisier, 5 conseillers municipaux sur 10 sont morts au feu. Le lendemain du drame, les corps sans vie sont ramenés pour être identifiés. Les rescapés avaient eu l'idée de mettre les affaires personnelles des victimes dans de grands mouchoirs à carreaux de manière à les reconnaître. Mais les sauveteurs étrangers aux communes ont pris les corps un par un et les ont mis dans le camion et ont mélangé tous les mouchoirs. Chaque famille est venue reconnaître le corps de leurs proches. Rassemblés sur la place de Cestas, où le médecin légiste devait autopsier sur place, ce fut un moment difficile compte tenu de l'état des corps. Le repas qu'ils avaient mangé le midi, les vêtements qu'ils portaient, les bagues, leur dentition ont permis aux médecins et aux familles d'identifier certains corps. Mais 5 d'entre eux n'ont pas pu être identifiés. Les esprits sont traumatisés. Pour honorer les victimes, le 24 août 1949 est décrété jour de deuil national. Le 25 août, une cérémonie est organisée à Cestas pour rendre un dernier hommage aux combattants du feu, civils et militaires. Henri Queuille, chef du gouvernement, préside les obsèques nationales. Plus tard est décerné à titre posthume à ces victimes du devoir la médaille d'honneur des actes, des courages et de dévouement. La cérémonie religieuse se déroule le soir même pour 22 victimes dans l'église de Canéjan.
Commence alors un difficile travail de deuil pour les familles. Des courriers affluent de nombreuses écoles qui témoignent de leur soutien et envoient des colis pour les familles ayant perdu des membres de leur famille. Une souscription nationale est lancée pour venir en aide aux victimes. Quelques semaines après le drame, arrive le nouvel instituteur nommé au poste de Marc Robérol, mort au feu. Puis, le temps des vendanges. Christiane Houck se rappelle. En cet automne 1949, les larmes de sel ne s'étaient pas encore taries que les larmes sucrées du raisin mûr venaient rappeler que la vie secrète de la vigne nous obligeait à penser à demain. La vie doit reprendre son cours pour tous, mais les plaies n'ont jamais cicatrisé totalement et la douleur de certains restera à jamais gravée dans leur cœur. Arlette Gibiel raconte. Le reste de sa vie durant, Charles entendra les hurlements de ses camarades brûlés vifs et restera très marqué par le drame. Je suis Michel Saint-Marc. Je suis né le 1er avril 1940 à Canéchamps. J'ai toujours habité Canéchamps. Et actuellement, je fais partie de l'association Histoire et Mémoire de Canéchamps. Et nous avons écrit avec quelques camarades et Bruno Gasteuil. Nous avons écrit les 2 livres sur la mémoire, sur l'histoire et sur la mémoire de Canéchamps, qui témoignent de ces incendies de forêt, du drame que la commune a vécu, puisque la commune a vécu un véritable drame en 1940, le 20 août. Moi, je m'appelle Claude Morat, je suis le président des camarades combattants civils et militaires. Auparavant, nous avions une association qui ne s'occupait que des militaires, des morts de guerre. Nous avons changé nos statuts et créé une nouvelle association, justement pour intégrer ce fait qui est très important sur la commune, les incendies de forêt 1949. Donc nous commémorons, mais sous le souvenir de ces disparus et de ces bénévoles disparus. Quand avez-vous appris qu'il y avait des morts? D'abord le 20 août, puisqu'avant il y a eu les incendies qui ont démarré du côté de Socat, mais 2 ou 3 jours avant. Le 20 août, à 4h, à 16h plutôt, il faisait nuit noire. Alors moi, à 9 ans, je ne savais pas que le maire de l'époque avait recruté sur des chantiers des ouvriers qui travaillaient pour aller éteindre le feu et faire du bénévolat. Ce n'est uniquement que des bénévoles qui sont morts sur Canéchamps. On a, à 16h, il faisait nuit noire à Canéchamps. Et il y avait des débris de feu qui tombaient un peu partout, de la cendre, Michel doit s'en rappeler de ça. Et nous, on a été évacués, j'habitais juste à l'entrée de la Houze. Moi j'habitais en face de la maison de retraite qu'il y a sur la Nationale. Nous avons été évacués vers 16h, 17h peut-être, je ne vais pas vous donner l'heure exacte, et nous avons couché, on nous a amenés à la caserne des entrailles où nous avons couché. Moi, j'ai vécu la même chose, mais je voudrais quand même vous lire ce que j'ai écrit au sujet justement du début de ces incendies et comment ensuite, alors que Claude, lui, a été évacué, moi, je suis resté sur la commune. Alors que l'exode, les gens partaient avec des charrettes, avec des matelas, tout ce qu'ils avaient, ils fuyaient l'incendie. Ils fuyaient l'incendie qui arrivait ici de l'ouest. Depuis plusieurs jours déjà, la nuit tombée, le ciel rougeoyait à l'ouest, signe que les incendies continuaient de ravager la lande. Tous disaient qu'un jour ou l'autre, le feu serait à notre porte. Il fallait donc se préparer à le combattre, et pour ce faire, les habitants du Petit Bordeaux et de la Houze avaient transporté tout ce qui pouvait contenir de l'eau, seaux, baignoires, bassins, brocs, tout au bas des prés, occupés maintenant par les vignes du château Seguin. Le château Seguin, vous le voyez, en bas, ces vignes qui descendent jusqu'à la forêt, et en bas, il y a comme un petit ruisseau. Donc c'était des prés à l'époque. Et on avait transporté tout ce qui pouvait contenir de l'eau, pour pouvoir, lorsque le feu allait arriver, pour pouvoir tenter de l'arrêter. Tout avait été mis en œuvre.
L'eau manquait. Les puits étaient pratiquement à sec par une aussi grande sécheresse. Un seul donnait encore un peu d'eau, celui de la maison d'Henri et Odette Saubion, en bordure de la Nationale 10, à l'entrée de la Houze. Les hommes étaient partis au feu, les femmes et les enfants effectuaient le charroi de l'eau. Il faut dire qu'il n'y avait plus d'hommes pratiquement dans la commune. Ils étaient tous partis combattre le feu et il ne restait que les femmes et les enfants. En ce début d'après-midi du 20 août, alors que le ciel s'était assombri et que pleuvaient les cendres, l'exode venant du sud s'amplifiait. Une multitude de charrettes, sur lesquelles était entassé du mobilier divers, étaient suivies de familles entières qui s'échappaient, donnant au passage des nouvelles de la progression du feu. Il est au Puche, c'est-à-dire cela bien loin, il est à Cestas, partez. J'étais enfant et de force on voulut m'amener. Ma tante, une femme courageuse, refusa et me garda auprès d'elle. Il n'était pourtant pas tard, peut-être 5 heures, et l'obscurité régnait déjà. Devant notre maison, au Petit Bordeaux, nous avions mis des matelas et des chaises pour pouvoir nous reposer et partir au plus vite si la situation l'exigeait. Tous, nous attendions. Voilà comment on a, pendant 1 ou 2 jours, on s'est aperçu que quand même il se passait quelque chose d'étrange. Vous êtes resté combien de temps loin de Canéjan? Alors, nous, on a couché, et le lendemain, on est rentré à la maison. Ça fait quoi de savoir que le feu peut arriver à tout moment? Oh, ben, tu sais, ça, on était quand même assez terrorisés, puisque, comme je viens de te le dire, il n'y avait pratiquement plus d'hommes dans le village. Il n'y avait que des enfants et les femmes. Donc on était quand même on se sentait un peu impuissant. On se disait, qu'est-ce qui peut se passer? On était quand même très inquiets. Mais enfin, à 9 ans, oui. On n'a pas les réactions des personnes qui ont un peu plus d'expérience. Est-ce que ça a été dur de vivre après le feu? Moi, personnellement, ce qui a été dur, et je le dis dans le livre, c'est justement alors qu'on avait sorti les matelas pour rester à l'extérieur, au cas où il faudrait partir. C'est une dame du village, Germaine Taris, qui habitait un tout petit peu plus loin que ma maison, dont le mari était parti au feu combattre l'incendie. Et il y avait maintenant le chemin de Ginès, on l'appelait le chemin du Petit Bordeaux, qui arrivait de la Houze au Petit Bordeaux. Et je me rappelle encore la voir arriver dans le chemin en criant, à hurler, ils sont tous morts, ils sont tous morts. Ça, c'est quelque chose pour moi qui est vraiment ancré dans la mémoire. Elle hurlait dans le chemin. Comment a-t-on éteint le feu? A été éteint, je pense qu'après le cataclysme, parce qu'il faudra quand même expliquer, quoique là, ce ne sont pas des témoignages, ce ne sont que des choses qu'on a entendues après, par les adultes. Comment ça a été arrêté? Après, les pompiers de Paris sont arrivés, du nouveau matériel est arrivé. Il y avait très peu de matériel à l'époque pour éteindre les incendies. Il y avait beaucoup de branches de pin, des seaux d'eau, des arrosoirs, mais vous parlez que dans la forêt qui n'était pas nettoyée, vous pouviez toujours arriver avec un seau d'eau. Et puis, il n'y avait rien à faire. Bon, il s'est arrêté parce que le vent a tourné à un moment, il y a eu des contre-feux allumés. Alors les contre-feux, on dira plus tard ce que c'est, et c'est ce qui a créé d'ailleurs pas de mort. Mais voilà comment ça a été éteint. Exactement, on ne sait pas trop. Est-ce qu'après vous êtes revenu sur le lieu de l'incendie? Moi, oui. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que vous êtes revenu sur le lieu de l'incendie? Oui, mon père avait perdu beaucoup de ses camarades. Et il a tenu à y aller 3 ou 4 ou 5 jours après, voir où ils étaient morts et comment ils étaient poussés, pour savoir à peu près comment ça s'était passé. C'est pour ça que je suis assez au courant de la manière dont sont morts les hommes à l'époque, et j'y suis revenu à l'époque, c'était imposé, je me rappelle très bien. Oui. On y est revenu avec mon père. Il m'a amené pour voir comment ça avait pu se passer. Moi aussi également. Mais je pense que moi c'est très flou tout ça. Moi je me souviens du fossé dans lequel ils sont morts, oui. Mais après le reste je ne me souviens pas. Parce que la photo qui est sur le livre m'a rappelé beaucoup de choses, mais c'est très flou. Est-ce que vous avez vu des flammes durant l'incendie? Non. Le feu. Bon, une petite précision, à Canéjan, sur la commune, il n'y a pas un arbre brûlé. Voilà. Oui. Le feu s'est arrêté à Cestas. Peut-être dire qu'à partir de cette date, la défense contre l'incendie a
pris notre dimension. Notre dimension. Oui, parce que c'est pour ça que le sacrifice de ces personnages n'aura pas été vain non plus. N'aura pas été vain non plus. Parce qu'il a servi à équiper et à aménager la forêt. Et à aménager la forêt. On a percé ces grands pare-feux, comme dit Claude. On a déboisé sur des grandes largeurs. On a morcelé la forêt. Voilà. De façon que, depuis ce cataclysme, il y a eu des incendies de forêt. Jamais dans des conditions pareilles. Ce drame aura mis en évidence la nécessité d'une meilleure organisation de la lutte contre les feux de forêt. La commune de Canéjan est alors soumise à la réglementation sur la protection des forêts et en 1950, la préfecture institue une équipe chargée de guider les secours en cas de sinistre. C'est l'organisation de la DFCI, Défense de la forêt contre l'incendie. La commune se dote d'un GMC avec une citerne. Nous, jeunes du conseil municipal des jeunes, tenions, 60 ans après ce drame, à rendre hommage à ces victimes. Touchés par cette catastrophe, nous avons voulu la partager avec nos camarades de classe à qui nous sommes allés expliquer ce qui s'était passé. Ils ont eux-mêmes voulu commémorer ce tragique anniversaire en illustrant par des dessins leur vision du drame. Encore aujourd'hui, il nous paraît important de rappeler que la forêt est un milieu sensible qui doit être protégé. Des mesures de précaution doivent être prises par chacun d'entre nous pour que le massif forestier ne brûle plus jamais.